Mesdames, Messieurs, le maréchal Pétain part. Mes chers amis, 6 juin 1944. des opérations militaires viennent d'être déclenchées contre notre pays. Vous comprendrez donc pourquoi je suis obligé de quitter votre ville plus rapidement que je ne le désirais. Le jour du débarquement allié en Normandie, Philippe Pétain se trouve à Saint-Étienne. Visite qu'il doit écourter précipitamment. Quelques semaines plus tard, fin août, l'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. Alors que la ville de Paris pressent sa libération, le vieux maréchal devra quitter Vichy tout aussi vite. Direction l'Allemagne, enfermé au château de Sigmaringen. Le début de la fin. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail. Durant l'été 1944, alors que les troupes alliées avancent sur le territoire français, Philippe Pétain s'accroche au pouvoir. Arrogant, il refuse d'abdiquer et affirme tenir la promesse qu'il a faite aux Français, rester parmi eux, quoi qu'il arrive. Grossière erreur. Les Allemands ont un autre objectif, garder sous contrôle le vieux maréchal. Et ils embarquent dans leur retraite ce vieillard épuisé et plein d'amertume. Si Philippe Pétain avait eu le sens de l'histoire, il aurait démissionné et son destin aurait sans doute été différent. Sigmaringen, c'est l'ultime trahison. Ici Vichy, la voix de la France. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Fantôme de Philippe Pétain. Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles. 8e épisode, Sigmaringen, le château hanté. C'est moi seul que l'histoire jugera. Aujourd'hui, 26 avril 1944, la France revit. Le maréchal Pétain, chef de l'État, est à Paris. La fin du régime de Vichy commence par une ovation populaire à Paris, le 26 avril 1944. Une étrange illusion. Ce jour-là, Philippe Pétain revient à Paris pour la première fois depuis 1940. Et voici le cortège du maréchal, précédé des motocyclistes de sa garde personnelle. C'est une visite discrète qui n'a pas été annoncée par la presse parisienne, car les Allemands redoutent des débordements. Le vieux maréchal est là pour assister à une messe donnée en l'honneur des Parisiens morts sous les bombardements anglo-américains. Autrement dit, des martyrs aux yeux de la France collaborationniste. Auditeurs qui nous entendez à retardement, pensez à cette minute que nous avons vécue à Notre-Dame de Paris, aux côtés du maréchal de France, avec toute la patrie. Et bien sûr, Radio Paris ne manque pas l'occasion de mettre en scène la sortie de la messe sur le parvis de Notre-Dame. Et voici qu'apparaît le maréchal sur le parvis, devançant légèrement son éminence. Le maréchal de la cathédrale peut voir Paris. Vive le maréchal! Et le cri monte, le cri du peuple, le cri de la nation, cependant que le maréchal de France prend congé de son éminence. Le maréchal Pétain salue les badauds, surpris de le voir ici. Puis il monte dans sa berline décapotable, direction l'hôtel de ville pour le déjeuner. Mais la rumeur s'est vite propagée dans Paris. Le maréchal est là. Alors la foule se presse. Et puis soudain, le speaker exulte. Le maréchal est au balcon de l'hôtel de ville. Philippe Pétain, en tenue militaire, le képi vissé sur la tête, s'avance. Devant lui, face à la foule, un micro. Il n'a pas prévu de discours. Ému, inquiet et un peu dépassé sans doute, Pétain prend la parole, la voix blanche. Je ne peux pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible d'être trop nombreux. Mais je ne voulais pas passer
à Paris sans venir vous saluer. Je pense à vous beaucoup. J'ai trouvé Paris un peu changé, mais soyez sûr que dès que je pourrai, je viendrai. Et alors, ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Et le maréchal s'est découvert pour saluer la foule. Les images sont impressionnantes. Plusieurs milliers de personnes se sont agglutinées devant l'hôtel de ville. Non, il n'y a pas de mots pour décrire les minutes que nous venons de vivre. La voix du chef de l'État brisée par l'émotion, l'attente de tous et les acclamations folles qui volent d'un bout à l'autre de la place de l'hôtel de ville, portées par des milliers de voix, portées par des milliers d'hommes et de femmes qui, là-bas au fond de l'avenue Victoria, derrière le pont d'Arcole, jusqu'à la rue d'Urnard et la rue du Temple, montés sur les autobus, grimpés sur les becs de gaz, clament interminablement et acclament sans fin le chef de la France. Une foule en liesse, heureuse de pouvoir enfin se réunir, car c'est interdit par les Allemands de se réunir. Et puis, comme un réflexe patriotique, voilà qu'on se met à chanter. Cette foule qui chante la Marseillaise, enthousiaste de revoir Philippe Pétain en avril 1944, comment ça s'explique? Et qu'est-ce que ça raconte, cette popularité du maréchal Pétain? C'est la première fois que Pétain retourne à Paris depuis la signature de l'armistice. Enfin, depuis le moment où lui-même a quitté la capitale. Donc c'est un événement, au sens propre du terme. Henri Rousseau est historien. C'est un événement, il est le chef de l'État. Bon, on est en avril 44 quand même, il s'est passé beaucoup de choses en 4 ans. La population française a souffert. Pétain conserve une popularité, alors que on a assisté déjà à beaucoup d'horreurs. Voilà. On y chante la Marseillaise. La Marseillaise était interdite en zone occupée. Donc pour beaucoup de Français, chanter la Marseillaise, c'était évidemment un acte de patriotisme. C'était pas un acte de ferveur envers Pétain. Bon, ça n'excuse rien, encore une fois, mais j'ai toujours essayé d'expliquer cette partie de la fin du régime. C'est un événement. Pétain reste populaire. Alors, les raisons pour lesquelles il est populaire au début vont rester, à mon avis, les mêmes presque jusqu'à la fin. C'est l'idée que la France n'est plus en guerre en 40, c'est le soulagement, on ne va plus souffrir. Le problème, c'est qu'une bonne partie de la population française ne suit plus du tout dans cette direction-là. Mais qu'est-ce que leur dit Pétain à ce moment-là, dans les discours d'avril, mai, et surtout à partir du débarquement? Cette guerre n'est pas la vôtre, cette guerre n'est pas une guerre qui concerne la France. Il est de mon devoir de vous mettre personnellement en garde contre cette menace de guerre civile qui détruirait tout ce que la guerre étrangère a épargné jusqu'ici. Ceux qui poussent la France dans cette voie invoquent leur prétention de la libérer. Cette prétendue libération est le plus trompeur des mirages auxquels vous pourriez être tenté de céder. Pourquoi dit-il ça? Parce que c'est son mantra, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ce qui est, depuis le début, l'idée fondamentale, c'est que la France doit rester en dehors de cette guerre. Ce sont des puissances étrangères qui vont s'affronter sur le sol français. Parce qu'il y a une réalité à laquelle il ne peut pas échapper, sur laquelle il ne peut pas mentir. La France est un théâtre d'opérations militaires de cette guerre. Et ça pour des raisons tout simplement géographiques. S'il y a un débarquement, il sera probablement en France et pas en Belgique ni aux Pays-Bas. Bon, voilà. Donc ça, c'est une idée qui va exprimer... et c'est là où on voit quand même ce qu'est Pétain. La manière dont il analyse la situation en 44 est la même que celle qu'il avait fait en 1940, alors que l'Allemagne était victorieuse. Mais là, c'est fini. Non, l'Allemagne ne sera pas victorieuse. En tous les cas, les chances qu'elle ne le soit pas sont très importantes. Alors après, on n'a pas de sondage de l'époque, mais il y a une minorité probablement qui le suit pour ce qu'il représente d'un point de vue idéologique et politique. Bon, ça c'est la figure politique de Pétain, parce que c'est quelqu'un qui continue d'affirmer que la France va rester. Et il y a probablement une partie des Français qui veulent le croire, mais il y a aussi toute une partie... je n'ose dire la majorité, je n'en sais rien, qui est de l'autre côté et qui veut la résistance, qui attend le débarquement, qui attend l'arrivée des troupes alliées, qui n'en peut plus de l'occupation. Voilà, Pétain n'a plus véritablement d'autorité, même s'il a encore une certaine aura. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète,
les sanglots longs des violons de l'automne. Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Après le débarquement, il faudra encore 3 mois aux Alliés pour atteindre et libérer Paris, le 25 août 1944. Quelques jours plus tôt, le 17 août, Philippe Pétain est toujours à Vichy et il ignore qu'il passe ses dernières heures sur le sol français. Alors que les Alliés avancent au nord et au sud, un diplomate allemand lui rend visite et lui annonce le programme. Il est donc important d'envisager que nous vous mettions en sûreté. Il n'en est pas question. Je ne suis jamais descendu dans un abri, c'est pas à mon âge que j'irai dans les catacombes. Il y a des résidences plus aimables. Un château, en Allemagne par exemple. Non et non. Je ne veux pas que la résistance française vous enlève. Mais c'est du cinéma tout ça. Pétain a compris qu'il va être arrêté par les Allemands. Mais lui ne veut pas quitter la France. C'est sa promesse faite aux Français. Donc, le vieux maréchal va mettre en scène son arrestation. Garde, vous étiez de faction devant la porte de l'appartement du maréchal au moment où les Allemands se sont présentés. Un scénario très bien relayé par Radio Vichy. Nous étions 3 juste devant la porte du maréchal, un chef et nous étions 2 gardes. Alors comment avez-vous vu la scène, vous? Eh bien, j'étais juste au ras de la porte lorsque les Allemands sont amenés en brisant les grilles. Oui, il avait déjà forcé les grilles. Et d'un coup de botte, un Allemand a enfoncé la porte et les glaces sont tombées. La première baie vitrée. La première baie vitrée, oui. Qui conduit au petit corridor. Au petit corridor, oui, c'est ça. Messieurs, on ne va pas se battre sur l'île du maréchal. Philippe Pétain est arrêté par les Allemands à 7h du matin, le 20 août 1944. Ah, c'est vous. Je sais que je suis votre prisonnier. Vous me permettez quand même de m'habiller. Oui, c'est une petite mise en scène, voilà, ça montre aussi, comment dire... Pétain est un personnage qui occupe une grande place dans l'histoire de France, malgré tout, à cause de ça, mais c'est un personnage parfois assez, excusez-moi, assez petit dans ses ambitions, dans ses manières de voir. Bon, donc il va mettre en scène un peu l'idée qu'il est, comment dire, surpris par cette arrestation, parce que, mais ça c'est très important, parce qu'il veut que les Français sachent qu'il ne veut pas quitter le sol français. C'est ce qu'il a dit en 40 et qu'il dit toujours en 44. Et il a toujours tenu à ça. C'est-à-dire le fait qu'on vienne l'arrêter est pour lui un désastre. C'est un désastre parce que sa légitimité venait de 2 choses. Je suis resté parmi vous alors que vous avez des généraux félons qui sont à Londres, etc. Et j'ai arrêté la guerre. Voilà. Bon, ces 2 éléments, c'est fini. La guerre est sur le sol français. Il n'a aucune prise, évidemment, sur cet événement-là. Et on va l'emmener où il ne sait pas. Personne d'ailleurs à ce moment-là ne sait vraiment, mais on se doute bien qu'on va pas l'emmener en Normandie, mais plutôt de l'autre côté. La retraite allemande va se faire de manière progressive, c'est pas une déroute non plus. Bon, et donc, qu'est-ce que ça signifie? Du point de vue allemand, on emmène Pétain parce que Pétain peut servir. Pétain peut servir, même dans une hypothèse totalement fantasmagorique. Mais dans un premier temps, il peut servir parce que, admettons que les Alliés soient bloqués, c'est une hypothèse, ils le seront d'ailleurs, ils le seront dans les Ardennes. Un peu plus tard, bon, en décembre 44. Bon, mais imaginons que les armées alliées soient bloquées, que l'Allemagne continue d'occuper une partie du territoire français. Eh bien, il faut que sur cette partie de territoire français ou sous souveraineté française, Pétain puisse encore apparaître comme le seul dépositaire de la légitimité politique, parce que ça permet d'assurer le maintien de l'ordre. C'est ça qui intéresse les Allemands. Hein. C'est pas la révolution nationale dont ils se contrefichent évidemment. Et qu'est-ce que fait Pétain? Et c'est là où il y a quand même une vraie interrogation sur le personnage. Il va s'accrocher à cette idée. Hein. Il aurait pu, alors je dis il aurait pu, j'étais pas à sa place, vous non plus, bon, mais il aurait pu démissionner. Il aurait pu dire, dès lors que je suis entre les mains de l'ennemi, ce qui n'était pas le cas le 10 juillet 40,
eh bien je renonce à mes fonctions. Et donc vous emmenez ma personne, mais vous n'emmenez pas ma fonction. Bon, tout ça est du registre du symbolique, mais quand même, c'est extrêmement important, le symbolique en politique. Il ne va pas démissionner. Donc il va rester le chef de l'État, entravé, arrêté. Voilà, on va mettre en scène, c'est d'ailleurs son entourage qui le fait, mettre en scène cette arrestation. Il va laisser d'ailleurs une lettre aux Français, même si on sait très bien que l'influence à ce moment-là de Pétain sur l'opinion française est quasi nulle. Tiens, Bernard, tu me diras ce que tu en penses. Le pays m'a chargé d'une mission et je n'ai plus qu'aujourd'hui pour l'accomplir. Je ne veux pas que plus tard on puisse se dire « Pétain a trahi la confiance des Français ». Mais enfin, Bernard, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit, Madame la Maréchale. Message d'adieu de Philippe Pétain aux Français. Août 1944. Loyalement, mais sans compromis, je n'ai eu qu'un seul but. Vous protéger du pire. Et tout ce qui a été fait par moi, tout ce que j'ai accepté, consenti, subi, que ce fût de gré ou de force, ne l'a été que pour votre sauvetage. Car, si je ne pouvais plus être votre épée, j'ai voulu rester votre bouclier. Philippe Pétain. Enlevé par les Allemands, Philippe Pétain a quitté Vichy, direction le Reich. En chemin, avec son épouse, il s'arrête à Belfort, où il retrouve Pierre Laval, qui arrive de Paris, lui aussi embarqué par les Allemands. Au revoir, papa. Avant son départ, Laval a pillé l'argenterie de l'hôtel Matignon, il a amassé des caisses entières de cigarettes Lucky Strike et il a mis la main sur des fonds secrets. Il voyage avec 20 millions de francs. À Belfort, Pétain et Laval, qui se considèrent désormais prisonniers des Allemands, s'ignorent ostensiblement. Le mépris est réciproque. Début septembre, les deux hommes et leur gouvernement fantoche sont transférés au sud de l'Allemagne, à 200 km de la frontière alsacienne, dans le château de la vieille famille des Hohenzollern, château étrange et biscornu, si bien décrit par Louis-Ferdinand Céline. Sigmaringen ? Pourtant, quel pittoresque séjour. Vous vous diriez en opérette. Le décor parfait. Vous attendez les sopranos, les ténors légers. Pour les échos, toute la forêt. 10, 20 montagnes d'arbres. Forêt noire, déboulée de sapins, cataractes. Vous entendez déjà l'orchestre ? Le plus bluffant, le château. C'est un château assez imposant, tout près des sources du Danube. Il domine le Danube d'une falaise très très impressionnante. C'est un château qui date de l'an 1000 et quelques, je ne me rappelle plus la date exacte, qui a été détruit par un incendie et qui a été rénové à la fin du 19e siècle. Ce qu'il y a de particulier à Sigmaringen, c'est que c'est une petite bourgade du Bade-Württemberg, dans une population qui est peut-être pas la plus farouchement nazie de l'Allemagne. Et l'arrivée des Français, d'ailleurs, va beaucoup les inquiéter. Moi, je me suis rendu sur place, j'avais interrogé des habitants de Sigmaringen, notamment des gens qui, à l'époque, avaient été enfants. Bon, l'arrivée des Français, qui étaient quand même, pour l'essentiel, des collaborateurs, avait beaucoup inquiété, parce que parmi eux, il y avait la milice. Et même en Allemagne nazie, la milice était quelque chose qui faisait très peur. Voilà. Donc, c'est une ambiance, il y a le château, il y a un village, pas un village, c'est un bourg, où vont s'éparpiller, comme ça, un certain nombre de gens qui avaient pignon sur rue dans le Paris occupé, des journalistes, des intellectuels, des écrivains, et c'est là où va, avec l'aide des Allemands, d'Otto Abetz notamment, qui est l'ancien ambassadeur de l'Allemagne en France occupée, on va monter une sorte de France libre. Voilà. On va singer ce qui s'est passé à Londres. Vous savez, ici, tout est une comédie. Une vraie guerre de tranchées entre les ministres qui sont autour de Brinon. Des gens qui attendent la suite. Des girouettes au gré du vent. Et le vent sent mauvais. Alors, qui trouve-t-on dans ce château à Sigmaringen en août 1944 ? D'abord, il y a les officiels. La commission gouvernementale qui a été constituée autour de Fernand de Bridon, et un certain nombre de ministres. L'historien Yves Pourchet. Et puis, les ministres passifs
qui entourent l'ancien gouvernement de Vichy, c'est-à-dire Pétain et Laval, qui n'exercent plus aucune activité. Donc restent les actifs, c'est-à-dire Brinon, Blücher, Déa, et puis les autres qui se contentent en quelque sorte de ces journées-là. Puis, il y a des miliciens qui sont arrivés, il y a toute une tribu collabo qui a débarqué là, que les Allemands ont ramassé, et c'est totalement hétérogène. Alors, ils ne sont pas tous traités de la même façon, c'est-à-dire les autres sont traités comme des nobles. Alors ils sont pas partis sans rien, hein. Laval a emporté une partie des fonds secrets, il y a des valises qui ont circulé, et donc ils vivent là, ils passent leur temps. Quand on lit le journal de Déa, c'est complètement hallucinant. Déa est là, il dit « je vais au ministère », comme si on était à Paris, on est au ministère. Donc il n'y a personne, mais ils ont l'impression encore qu'ils jouent un rôle. Le drapeau français flotte sur le haut du château, je crois. Voilà, c'est ça. Donc l'impression qu'une France, une certaine France, en tout cas une France collabo, est encore présente, et en tout cas, ils préparent quelque chose. Voilà. Compatriotes français, moi, Fernand de Brinon, président de la commission gouvernementale française, je ressens l'une des plus profondes et rares émotions de mon existence. Nous allons voir se dresser dans le ciel nos trois couleurs au fait de ce monument chargé d'histoire que le gouvernement du Reich a bien voulu mettre à notre disposition pour la défense de nos intérêts nationaux. Alors comment sont installés dans ce château à Sigmaringen Pierre Laval et Philippe Pétain? Pétain est au 7e étage, Laval est en dessous. Ils vivent là dans un monde clos, c'est-à-dire chacun. Alors la femme de Pétain est venue, la femme de Laval est là, chacun a des collaborateurs. Et ces gens, en tout cas Pétain et Laval, passent leur temps à se promener le long du Danube, mais ils se saluent de loin, ils s'ignorent totalement. C'est-à-dire, déjà, les rancunes sont telles, et les oppositions, ce qui prépare les procès à venir, qu'évidemment, ils ne peuvent plus avoir de relation. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse quasiment plus la parole, on est au 7e et au 6e étage, les épouses qui se côtoyaient ne s'adressent plus la parole, on se salue, comme vous dites, de très loin, mais déjà, on sent la rupture très forte entre Laval et Pétain. Ah oui, c'est une opposition, c'est peut-être même une haine, enfin une haine qui existait, certainement. Antérieurement, mais là, rien n'est plus possible. Les Français de Sigmaringen sont ici les hôtes de l'Allemagne. Alors Philippe Pétain est donc arrivé à Sigmaringen avec son épouse, Annie Pétain. Il se plaint que les repas soient moins copieux, mais surtout, il n'adresse plus la parole à personne. Il erre un peu dans le château, on sait qu'il va à la chapelle parfois. C'est une sorte de fantôme dans Sigmaringen. Oui, alors il faut imaginer que Pétain devient un très vieil homme. Hein. Sa dégradation physique est très présente. Et on peut imaginer qu'il a de plus en plus d'absence. Enfin, c'est un très vieil homme. Alors auprès de lui, auprès de Philippe Pétain, on trouve un jeune ami, 38 ans, Bernard Ménétrel, son médecin personnel. Quel rôle joue Bernard Ménétrel à ce moment-là auprès de Philippe Pétain à Sigmaringen? Alors, le rôle de Ménétrel a toujours été ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un médecin particulier, un ami de la famille, un proche, peut-être un fils qu'on aurait aimé avoir. Et il a sa propre politique, c'est-à-dire ses amis, ses inimitiés. Dans le 13 décembre qui avait écarté Laval, il avait joué un rôle très actif. Hein. Et à Sigmaringen, il va jouer aussi un rôle, évidemment, auprès de Pétain. Et il est un observateur, il connaît tout. Et notamment autour de Philippe Pétain, il y a là des gens qui veulent prendre sa place, comme de Brinon, qui est en train d'essayer de séduire Hitler, ou Doriot, qui voudrait devenir le successeur. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a, le mot est un peu fort, mais des complots autour de Pétain, et que Ménétrel fait ange gardien. Il fait quasiment rempart de son corps pour protéger le vieux maréchal. Mais bien sûr, parce que, évidemment, la raison d'être, l'influence de Ménétrel, c'est Pétain. S'il n'y a plus Pétain, Ménétrel est débarqué, en tout cas isolé. Donc évidemment, il a tout intérêt à conserver la figure qui lui donne du pouvoir. Et il va être écarté d'ailleurs, Ménétrel. Il va être débarqué de Sigmaringen. D'ailleurs, ils ne se reverront plus jamais, Philippe Pétain et Bernard Ménétrel. Monsieur le maréchal, tu m'as fait mal. Je vous prie de m'excuser. J'ai assez d'embêtements comme ça. C'est justement ce qui me tracasse. Ben, on n'y peut rien. Quand l'orage gronde... Alors à Sigmaringen, l'emploi du temps était le suivant pour beaucoup de gens. Georges Rouchouz, ancien milicien.
aller passer les après-midi lorsqu'on avait des tickets dans les pâtisseries, quand il y avait des gâteaux, et puis le reste du temps, eh bien, à se promener. Même nous avions pour tuer le temps, nous avions fabriqué avec du tissu un ballon de rugby, et comme j'avais, avec d'autres camarades, pratiqué le rugby, on avait formé une équipe de rugby où on s'amusait entre nous, comme s'amusent des enfants qui sont complètement désœuvrés. À la fin de l'été 1944, dans la foulée du Vieux Maréchal, des centaines de Français débarquent eux aussi à Sigmaringen. Des civils, mais aussi un fort contingent d'uniformes funestes. Une partie de la milice française. Alors, quand je dis de la milice, il faut être précis, de ce qu'on a appelé la franc-garde, c'est-à-dire la partie armée, militarisée, paramilitaire de la milice. C'est elle qui a commis les atrocités, qui pourchassait les résistants aux Glières, partie au Vercors, etc. Donc une partie de cette franc-garde va se retrouver à Sigmaringen. Une bonne partie d'entre eux, d'ailleurs, ne va pas y rester, puisqu'elle va rejoindre un camp d'entraînement de la Waffen-SS, ce qu'on a appelé la division française Waffen-SS Charlemagne, qui sera ensuite envoyée sur le front de l'Est et quasiment décimée sur le front de l'Est. Parmi ces jeunes Français fascistes, Christian de la Mazière. Son nom ne vous dit rien sans doute, mais il fut l'un des témoins chocs du film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié. Nous sommes arrivés ici, nous sommes présentés au château. Christian de la Mazière, jeune Waffen-SS français, était à Sigmaringen. Et nous avons demandé à voir le maréchal. On a transmis notre demande et c'était impossible. Le maréchal a refusé de nous recevoir. À Laval non plus. Et nous n'avons pas pu voir le président Laval. Comment vous avez ressenti ça, au fond? C'était une sorte de désaveu assez grave, puisque vous étiez en droit d'imaginer au moins une complicité entre des gens qui défendent une certaine politique et vous qui, d'une certaine manière, l'appliquiez. Oui, ça a été un désaveu total, brutal. Ça nous a d'ailleurs donné envie de partir très vite et de rejoindre nos camarades à Wilflecken pour rejoindre le front de l'Est et en finir. Parce que nous n'avions plus aucune illusion. Hein. Il m'est difficile de parler au nom des 7000 garçons venus des horizons les plus divers qui ont combattu sur le front de l'Est, dans la division Charlemagne. La majorité n'était pas du tout préparée à prendre cet uniforme. Et en plus, l'uniforme le plus excessif. Qui était celui de la Waffen-SS. Celui qui était de la Waffen-SS. Et les Français donc de Vichy vous accueillaient devant cet uniforme comme si vous étiez le symbole de... Oui, de quelque chose qui était quand même gênant et qui allait surtout gêner demain des explications. Aux côtés des miliciens et des Waffen-SS français, des écrivains, dont Louis-Ferdinand Céline, interviewé en 1957. Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage, D'un château l'autre? En faisant paraître un ouvrage qui est malgré tout assez public, puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les Français. Je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France, qu'on veuille ou non. Il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin... Et c'est tout de même un moment de l'histoire de France. Ça a existé. Et un jour, on en parlera dans les écoles. Bon, à part Céline, qui est un personnage à lui tout seul, vous avez quelqu'un comme Jean Luchère, qui a été un journaliste de la collaboration, qui a fait partie du comité France-Allemagne avant-guerre, donc il a fait partie de ces intellectuels qui ont permis le rapprochement entre les nazis et un certain nombre d'intellectuels français. Il a joué un rôle vraiment important. Vous avez des huluberlus, excusez-moi l'expression, comme Alphonse de Chateaubriand, qui dirigeait également un journal qui s'appelait La Gerbe, l'a bien nommé. Bon, et donc il y a une atmosphère très particulière, parce que c'est la fin, d'une certaine manière, mais c'est la fin en même temps. La guerre n'est pas finie. Nous sommes, alors quand même situés, nous sommes en septembre 1944. Tout ce petit monde se retrouve autour du château. Alors ce qui se passe au château est très particulier, parce que ce qui se passe au château, c'est vous avez Pétain et Laval, plus une partie du dernier gouvernement de Vichy qui a été emmené de force
par l'armée allemande, avec l'idée de reconstituer quelque chose qui sera un semblant de gouvernement français. Mais ça marche pas. Bon, Pétain ne démissionne pas, mais décide de ne plus agir, de même que Laval et de même qu'une partie des ministres. Et donc la main va être du côté des plus farouches partisans de l'Allemagne nazie, ce qui d'ailleurs n'arrangeait pas vraiment les intérêts allemands, qui préféraient des gens qui auraient pu avoir une plus large audience vis-à-vis de l'opinion française. Tout ça, on est en Allemagne, hein. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, les armées alliées avancent tranquillement vers le Rhin. Hein. Bon, mais voilà, c'est la fantasmagorie de Sigmaringen, et donc on va reconstituer une délégation gouvernementale française, qui est une sorte de gouvernement d'exil, dont l'objectif, et c'est là où l'intérêt allemand est toujours présent, c'est pas tout à fait absurde, si il y a reconquête du territoire, parce que maintenant c'est fini, les Alliés ont avancé, donc les armées allemandes ne sont plus sur le territoire français, mais imaginons une contre-offensive, qui sait, hein, si on reconquiert le territoire français, on emmènera qui? On emmènera Pétain, parce que on le dit explicitement, hein. On le dit explicitement, il y a des documents. C'est un peu la marionnette qu'on va promener en disant, vous voyez, la légitimité du grand français qu'il est avec nous. Et puis on voudra un gouvernement Doriot, parce que Doriot est un des plus farouches partisans de l'Allemagne nazie à ce moment-là. C'est l'idée des Allemands. Et une partie des Français qui sont là vont souscrire et vont monter toute une série on va monter un gouvernement. Voilà, on va monter un gouvernement avec des gens qui vont s'occuper, il y aura un ministre du Travail qui va être ministre des STO, entre guillemets, c'est-à-dire de tous les travailleurs forcés, les esclaves, hein, qui travaillent pour le Reich, c'est Marcel Déat. Il y aura Lucher qui va devenir ministre de la propagande. Alors de Brinon qui était celui qui, durant l'occupation, a fait le lien, c'est un farouche pro-nazi, hein, qui a fait le lien entre l'administration et le gouvernement qui est à Vichy, et puis toutes les administrations qui sont restées à Paris. Bon, ça nous renvoie à ce qui se passait sous l'occupation. Bon, on va monter un gouvernement d'exil, avec une radio, ici la France, avec un journal. Et qu'est-ce qui va se passer? La contre-offensive des Ardennes en décembre 1944. Et là, l'espoir renaît. Et si le Troisième Reich pouvait arrêter l'offensive alliée, et s'il pouvait reconquérir au moins une partie du territoire français, eh bien on installerait ce gouvernement. Ça ne s'est pas produit. La contre-offensive des Ardennes a été une contre-offensive sérieuse, mais qui n'a pas débouché sur un quelconque retournement de la situation militaire. Voilà, ensuite on va vers la fin de la guerre. Alors cette soi-disant prise de Strasbourg, c'est une tactique subtile, très subtile. Voilà, ces Allemands sont des fines lames. En laissant pénétrer Leclerc dans Strasbourg, ils rétrécissent leur front. C'est une idée, mais géniale. Géniale. Ils vont prendre Leclerc dans une nasse. D'ailleurs, ce Leclerc est un soldat à la petite semaine. Un piètre aventurier. Taisez-vous, Lucher. Le général Leclerc n'est ni un piètre soldat, ni un aventurier, comme vous dites. Je l'ai connu autrefois, et je le considère comme un magnifique militaire. Un excellent Français. Ce que vous dites est inepte. Inepte. Vous n'avez pas le droit de salir ainsi le général Leclerc de Haute-Cloque. Surtout vous, Lucher. Durant l'hiver 1945, l'étau se resserre autour de Sigmaringen. Les Alliés avancent, c'est la faillite annoncée de cette colonie de collabos. Cela dit, Jacques Doriot, le fasciste français, rêve encore d'un sursaut de l'Allemagne nazie. Il aspire à remplacer Laval sous l'autorité de Pétain. Mais Jacques Doriot ne loge pas à Sigmaringen. Et le 22 février 1945, il prend la route depuis le lac de Constance pour venir négocier la formation d'un nouveau gouvernement. Sa voiture vient d'être mitraillée. 2 avions sur la route. Il a été percé de toutes parts. Doriot ne verra jamais Sigmaringen. Qui l'a tué? J'en sais rien. Personne n'en sait rien. Doriot, c'est un chef de bande. Donc c'est le chef du Parti populaire français en Allemagne. Il est avec ses troupes. Ce sont une partie des troupes paramilitaires. Une partie du PPF, Parti populaire français, travaille pour le service, le SD, c'est-à-dire l'ASS. Et il a constitué son propre pôle sur le lac de Constance, c'est-à-dire c'est à, je sais plus, à une centaine de kilomètres au sud de Sigmaringen.
Et il joue son jeu personnel. Pourquoi? Parce qu'il sait que Hitler, c'est Doriot qu'il veut. Parce que Doriot est un authentique partisan du nazisme. C'est quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance, beaucoup plus qu'en d'autres qui sont des sortes de politiciens, qui manœuvrent et tout. Donc il veut Doriot, mais pas pour remplacer Pétain. Il veut les deux. Doriot, ce serait le chef du gouvernement, ce sera la place de Laval, disons. Pétain, il en a besoin comme figure. En aucun cas, Doriot ne pourrait remplacer Pétain, ça n'a pas de sens. Alors, ce jour-là, Doriot se rend à Sigmaringen pour négocier avec de Brinon. C'est des négociations pour former un gouvernement. Hein. C'est comme si on était à Matignon. Alors voilà, on a négocié les postes, les machins, les portefeuilles. Mais qui va prendre la tête? Doriot veut avoir la tête de gouvernement. Brinon veut la conserver. Enfin, tout ça est pathétique. Et sur ces entrefaites, la voiture de Doriot est mitraillée par un avion dont on ne sait pas si c'est un avion allié ou pas. Qui a tué Doriot, je n'en sais rien. Ça peut être une initiative de la SS pour se débarrasser dès qu'il y a quelqu'un qui émerge, on l'élimine. C'est un accident. Voilà, il y a beaucoup de conjectures. L'important, c'est que la mort de Doriot signifie la fin de cette hypothèse, tout simplement. Voilà. Et des gens comme de Brinon n'ont pas suffisamment de confiance auprès des nazis pour pouvoir le remplacer. Donc en gros, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de cette idée qu'il pourrait y avoir un gouvernement arrivant dans les fourgons allemands en cas de reconquête de la France. Et Pétain n'a pas démissionné. Voilà. J'insiste là-dessus parce qu'on a quand même une émission sur Pétain. Alors, d'accord, il est très vieux. Il est très vieux, mais il a des moments de lucidité, malgré tout. Mais il insiste. C'est-à-dire, il a suffisamment de lucidité pour rester sur une position qui, d'une certaine manière, est cohérente. Hein. Encore une fois, je ne juge pas ici, parce que juger, ça nous entraîne dans des considérations que je n'ai pas envie d'avoir. Après, on peut faire un procès et dire oui, Pétain a trahi, oui, Pétain était un collaborateur, non, Pétain n'a pas sauvé les Juifs, etc. Bien. Mais là, on essaie de comprendre le personnage, et le personnage s'accroche à ça. Mais il a suffisamment de lucidité pour le faire. Et donc, il aurait pu avoir la même lucidité pour ne pas le faire. Donc, il s'y accroche. Et donc, il est encore et toujours le seul dépositaire de la légalité que lui a conféré le vote du 10 juillet 40 en Allemagne jusqu'en avril 1945. Voilà. Philippe Pétain à son amie Clotilde Madeleine, 31 août 1944. Voyez-vous, mon enfant, les Français ont toujours trahi. Dans 3 mois, ils trahiront de Gaulle, comme ils m'ont trahi, comme ils ont trahi la défense du pays. Ils ont été indignes. Voir tout cela. J'ai fait un sacrifice total. Je ne vois que la France, que l'intérêt de la France. Je n'ai cherché que cela, voulu que cela. Chef de l'État dans un pays occupé par l'ennemi. Je ne le souhaite à personne. Et maintenant, prisonnier. Et dans quelles conditions ? Alors justement, Henri Rousseau, ce Pétain, il reste lucide, il voit bien ce qui se passe. Dans quel état d'esprit est-il à Sigmaringen et comment il envisage son avenir? Il doit y réfléchir à ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Comment lui envisage-t-il la situation, Philippe Pétain? C'est fini en ce sens que d'abord il doit sauvegarder sa propre situation personnelle. Il n'est pas malade à proprement parler, mais il n'est pas non plus dans une santé florissante. Quand même, c'est un vieillard. Il a une obsession, une véritable obsession. Il veut s'expliquer. Et en tous les cas, il faut lui laisser ça. Il n'est pas en France et il en est malheureux. Il est malheureux parce que il est hors de France et donc il a le sentiment quelque part qu'il n'est plus là où il devrait être. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, quand il va être obligé de quitter Sigmaringen, il va avoir à un moment la possibilité soit de rester en Allemagne, soit éventuellement d'aller en Espagne, comme Laval par exemple. Il ne le fera pas. C'est à mettre à son crédit. Enfin, je veux dire, il faut le dire. Il ne le fera pas. Il va aller en Suisse et il voudra ensuite se présenter. Alors, je dis pas se rendre, mais il voudra se présenter aux autorités françaises et c'est le général Koenig qui va l'accueillir à la frontière suisse. Il accepte d'être jugé parce que Pétain était un homme qui avait quelques principes. C'était pas un grand intellectuel, hein, mais
il avait une forme d'acharnement à suivre et à garder ces principes-là. Donc il a dit, c'est moi qu'il faut juger, c'est moi qui dois être jugé. Bon, en plus il sait ce qui se passe quand même. On est en pleine libération, en pleine épuration. Donc voilà, je pense que l'obsession de Pétain, c'est de rentrer en France et de pouvoir assumer d'une certaine manière ses responsabilités. Autre point bien précisé devant le jury, vous avez toujours été dans le camp américain. Mais sans pouvoir évidemment le dire. Pour la résistance, écoutez ce que j'ai préparé. 1. J'ai toujours résisté aux Allemands. 2. Donc, je ne pouvais être que favorable à la résistance. La résistance est le signe de la vitalité d'un peuple. 3. En tant que chef de l'État, je ne pouvais l'approuver publiquement en présence de l'occupant. Pendant que Pétain prépare sa défense, Pierre Laval s'inquiète de ce qui se passe chez lui, à Châteldon. L'histoire s'est accélérée, la libération a eu lieu, donc les règlements de compte, d'abord l'inquiétude, l'angoisse qui le hante, c'est sa fille, c'est-à-dire que fait-elle? À un moment donné, à la radio, il apprend l'arrestation de sa fille, qui est fausse, mais bon, la nouvelle court. Et puis, il apprend le pillage de son château. Pierre Laval vivait tout content dans son beau château. C'est de là qu'il partait, tout content, pour retrouver son beau bureau. Car Pierre Laval était devenu un très grand personnage. Les résistants sont rentrés, et donc on vide les armoires, on vend aux enchères. On vend même les fameuses cravates qui se faisaient blanchir à Berlin ou à Rome. À vendre l'imprimerie du journal. Tarie la petite source qui était devenue un pactole. Fini le pouvoir, les ambitions, les richesses. Adieu, veaux, vaches, cochons. Le vrai souci, à mon avis, c'est pas tellement son château, c'est sa fille. Et surtout qu'il perçoit dans ce pillage, entre guillemets, du château, qu'on a exécuté les animaux domestiques, les chiens ont été exécutés. Donc on vend en effet sur la place publique les meubles, l'argenterie, les tableaux. Bon, et effectivement, il se soucie beaucoup de sa fille chérie. José, où est-elle, José Laval? C'est sa fille. La question s'était posée à un moment donné, quand Laval part, sa fille dit « je pars avec toi ». Et le récit, c'est que Chambrun, donc son mari, dit écoute, moi je pars aussi. Et à ce moment-là, elle dit non, je reste alors. Et donc elle se cache. Le 7 février, je pars avec René pour un autre refuge à Houille. Le déjeuner du 10 mars, œufs brouillés, foie gras, pommes sautées. 34 ans le 1er avril. Madeleine m'envoie des orchidées. Il faut que l'on reste caché. Il circule dans plusieurs maisons, dont une qui a été fournie par les Porto, qui sont les fabricants du linge de luxe. Et il reste là pendant des mois totalement terré. Alors ils ont quelques nouvelles. Par exemple, à un moment donné, José Laval reçoit une lettre écrite sur du papier à cigarette que sa mère lui a fait passer. Dans ces carnets de José Laval que vous avez consultés, Yves Pourchet, on aperçoit aussi la fascination de José pour son père. C'est assez incroyable. Mais c'est plus qu'une fascination, c'est un amour extraordinaire. C'est-à-dire que le père compte plus que le mari. Le mari n'est là que parce qu'il s'est effacé devant le père. Cet amour qui ira jusqu'au plus terrible, enfin je veux dire, cette incapacité aussi à comprendre les choses et à penser. Voilà, c'est un blocage. Bonjour, Monsieur le Président. BBC, sketch de Pierre Dac. Bonjour, Monsieur Dac. Je suis très heureux de vous revoir. Ah, vous êtes bien aimable, Monsieur le Président. Mais c'est curieux. Vous êtes tout humide, là. Tout trempé. Bah, n'est-ce pas depuis 3 ans, il a beaucoup plu. Alors, je me suis un peu mouillé. Un peu, vous êtes modeste. J'ai l'impression que vous êtes mouillé jusqu'au cou. C'est bien ennuyeux, parce que je n'arrive pas à me faire sécher. Vous frappez pas. On vous arrangera ça avec une bonne corde. Toujours le mot pour dire. Vous n'avez pas changé, Monsieur Dac. Est-ce que vous pensez, Yves Pourchet, que durant son séjour à Sigmaringen, est-ce qu'enfin Pierre Laval prend conscience qu'il est détesté en France, qu'il est haï en France, et que le danger est réel? Oui, il sait, mais il ne mesure pas. À un moment donné, c'est un homme politique, il sait que l'opinion peut se retourner, voilà, et qu'elle va prendre conscience de ce qu'il a apporté à la France. Enfin, c'est son sentiment, il pense véritablement. Et donc, comme c'est un avocat, il est capable de faire des dossiers, politique étrangère, politique intérieure, question juive, question du STO, etc. Et donc, sur chaque affaire, il est capable de plaider et il va organiser sa défense. Oui, parce que l'avocat, Pierre Laval,
profite de Sigmaringen pour déjà, comme Pétain d'ailleurs, préparer sa défense. Il y pense à sa plaidoirie. Bien sûr. Et il y a des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire que quand Laval part de Paris, il ne part pas sans rien. Il emporte notamment une lettre de Franco, que Franco lui avait écrite pour le remercier dès 1936. Et il pense que cette lettre de Franco lui permettra de se réfugier et de rester en Allemagne. Tu notes ? Pourquoi suis-je revenu au pouvoir ? Pour défendre et protéger mon pays. Si c'est un crime que j'ai commis, alors je l'ai commis contre moi-même et contre les miens. Alors à partir du mois de février-mars 1945, donc Pierre Laval est toujours à Sigmaringen, mais les troupes des forces françaises libres se rapprochent avec le général Delattre de Tassigny. On s'inquiète évidemment de voir ces forces gaullistes approcher de Sigmaringen. Que décide de faire Pierre Laval à ce moment-là et sa femme ? Il faut fuir, c'est la débandade de Sigmaringen. Donc le maréchal sait qu'il va passer par la Suisse et il veut rentrer en France. L'entrée de la Suisse est refusée à Laval, il peut pas. Donc les Allemands mettent un avion à sa disposition. Et Laval, qui a des relations particulières avec les franquistes. Quel rapport il a à ce moment-là avec le général Franco, Pierre Laval ? Ils ont été proches. C'est-à-dire que Laval, dès la Révolution, c'est-à-dire dès juillet 1936, soutient le mouvement nationaliste. Il a toujours plaidé la cause des franquistes. Donc il considère que Franco lui est redevable de quelque chose. Et ensuite, on ne sait pas tout. Est-ce que Franco a financé aussi des œuvres de Laval, comme Mussolini a dû le faire à un moment donné ? Il y a un certain nombre d'échanges qui sont très importants. Et il faut savoir que dans sa jeunesse, Laval parlait espagnol, avait voyagé en Espagne, il avait été pion à Bayonne, donc il y a une espèce d'affection. Enfin, il a l'impression que l'Espagne le comprend et le protégera. Et immédiatement, les Espagnols, qui sont sous la pression des Alliés, se disent que faire de Laval ? Et il faut savoir aussi que Laval était un intime avec l'ambassadeur d'Espagne, don José Félix de Lequerica, qui a joué un rôle considérable dans la demande d'armistice et qui, pendant la politique d'occupation, a été un homme très important. Donc, Lequerica, à ce moment-là, est devenu ministre des Affaires étrangères de Franco, et Laval pense qu'il va pouvoir rester en Espagne. Et il écrit, notamment à sa fille, « Demande à ton beau-père ce que je dois faire. Voilà. Est-ce que je dois rentrer en France ?» Et le général de Chambre, donc le père de son gendre, lui écrit une lettre en lui disant « Écoutez, ne rentrez pas en France parce que la situation est terrible. » Mais la lettre du général de Chambre ne sera jamais transmise. C'est ce qu'ils appelleront la trahison de Lequerica, donc de ce ministre des Affaires étrangères, qu'ils l'accuseront d'avoir en vérité livré Laval à la France. Bientôt, la bande est franchie, la forêt noire traversée, et au cœur de Württemberg, c'est Sigmaringen qui s'ouvre devant les Français. Sigmaringen et son château, qui après avoir été celui des Hohenzollern, était devenu celui de la trahison, celui de Pétain, celui de Laval, celui de Déa. Plus rien dans ce château vide, mais dans la chambre de Pétain, seul reste du régime de Vichy, un quart vitel. C'est donc le début de la déconfiture totale. Les armées de la France libre avancent. Elles passent le Rhin le 31 mars. On se rapproche donc de Sigmaringen. Pétain s'enfuit. Quelle destination choisit-il ? Il va demander à aller en Suisse, ce qui signifie pour lui, après, une certaine liberté de mouvement. Une fois qu'il est à la frontière suisse, c'est là où il aurait eu la possibilité... pense de fuir, et c'est là où il va décider de rentrer en France. Donc on va prévenir les autorités françaises, et c'est là où le général Koenig va venir le chercher. Encore une fois, parce que c'est un épisode qui est fascinant, c'est quand même l'effondrement du nazisme. Tous ces gens-là ont les mains pleines de sang, enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On trempait dans la répression des résistants, dans la déportation des Juifs, dans la dénonciation. Certains ont revêtu l'uniforme allemand, l'uniforme de la SS. Bon, tout ça est fini, voilà. Et Pétain s'est retrouvé au milieu de tout ça, et la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'a jamais voulu le couvrir. Mais encore une fois, il n'a jamais voulu entièrement s'en désolidariser. Voilà, moi je constate ça en tant qu'historien. Il n'a jamais voulu démissionner de ses fonctions.
Les charges qui pèsent contre Pétain sont considérables. Ça va de la signature de l'armistice. Alors ça, c'est la perspective, on va dire, gaulliste, la perspective du général de Gaulle et d'une partie de la France libre. C'est-à-dire le reproche d'avoir mis un terme à la guerre. Puis il y a tout le reste. Le principal reproche, c'est d'avoir prêté main forte à la lutte contre la résistance. Et ce sont les résistants qui sont au pouvoir. Et la résistance, on commence, parce qu'il va rentrer en France au moment de l'ouverture des camps. Enfin, il y a tout ce choc qui est aujourd'hui assez bien analysé. Il ne s'agit pas simplement de la Shoah. D'ailleurs, il ne s'agit même pas principalement de la Shoah, mais tout simplement du retour de tous les déportés. Et donc, on mesure ce qu'a été la conséquence de l'action du régime de Vichy. C'est là-dessus que les charges vont être les plus importantes. C'est les Français, les martyrs de la résistance, qui, d'une certaine manière, vont demander des comptes. Alors, Sigmaringen, bon, à mon avis, ne joue pas beaucoup dans la balance, mais ne l'arrange pas non plus. Dites-moi, Laval, vous ne partez pas tout de suite? Vous ferez bien quelque part avec moi. Ça mitraille encore, il se rapproche. Cette fois, c'est bien la fin. Ce dialogue entre Pétain et Laval n'a jamais existé. Il a été écrit par l'historien Marc Ferraud pour le film de Jean Marbeuf, dans lequel Jacques Dufilot interprète Pétain et Jean-Yann Pierre Laval. Une discussion imaginaire, mais qui résume très bien le crépuscule de ce couple maudit à Sigmaringen. Maintenant qu'Hitler est foutu, je vais retourner à la maison. Vous croyez vraiment que vous avez raison de rentrer? De Gaulle a obtenu ce qu'il voulait, non? Je vois pas pourquoi il s'acharnerait sur moi. De Gaulle peut-être, mais derrière, il y a la résistance, les communistes, les juifs, les francs-maçons. Les communistes, De Gaulle est bien plus malin qu'eux. Les francs-maçons, ils trouveront bien un arrangement. Les juifs. Ah oui, les juifs. Coriaces. Qu'est-ce que j'y pouvais, mon vieux? Ah, vous, c'est différent. En tout cas, nous avons toujours eu le même souci, servir la France. Et nous avons souhaité le succès de l'Allemagne. Vous y avez cru plus longtemps que moi. Non, je l'ai voulu plus longtemps que vous. Mais vous n'êtes jamais allé au bout de vos engagements. Moi, si. Vous m'avez laissé le rôle du traître, le rôle du vilain, pendant qu'on vous sacrait archange. J'ai été le bouclier. Et De Gaulle l'épée. Mais vous vous trompez. Moi, j'ai assumé mon rôle. Je suis allé jusqu'au bout. Mais je suis un homme politique, moi. En réalité, le seul choix qui s'imposait aux Français, c'était De Gaulle ou moi. Nous étions dans le même camp. Si on me prend, on me fusille. Vous sauverez votre peau. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Quelque chose qui vous manque. Quoi donc? Un peu de courage. Ces quelques mois passés à Sigmaringen ont été pathétiques pour ceux qui avaient fait le choix de la collaboration. L'arrogance de Pierre Laval était obscène. Quant à Philippe Pétain, on peut se demander à quel point il n'était pas gagné par la sénilité. Toujours est-il qu'il va falloir rendre des comptes. Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre. Trop petite salle pour un si grand procès. Pour ce procès où l'homme qui ose encore se dire chef de l'État va répondre des années pendant lesquelles la France a été occupée aussi par lui. Le procès de Philippe Pétain, c'est l'horizon du prochain épisode. Le fantôme de Philippe Pétain, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling, Martine Abat. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Faure-Rendu et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Accusé Pétain, levez-vous. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter. Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». Enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. « Le fantôme de Philippe Pétain » par Philippe Collin, un livre France Inter.